Numéro 1, le Népal. Un petit pays qui abrite pourtant le toit du monde. Le Népal est un pays d'Asie du Sud qui couvre une superficie d'environ 147 516 km², soit à peu près celle de l'État de New York aux États-Unis. Pourtant, ce petit pays abrite 8 des 10 plus hauts sommets de la planète, dont le légendaire mont Everest. Près de 75% du territoire est constitué de montagnes escarpées, avec les majestueuses chaînes de l'Himalaya, des glaciers suspendus et des gorges vertigineuses. L'ensemble forme une véritable forteresse naturelle, presque imprenable, qui a longtemps isolé le Népal du reste du monde. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles, bien qu'il soit coincé entre les deux géants démographiques et géopolitiques de l'Asie, la Chine et l'Inde, le Népal n'a jamais été colonisé. Le climat du Népal est tout aussi étonnant. En seulement quelques heures de trajet, vous pouvez passer de régions enneigées toute l'année, semblables à l'Alaska, à des forêts tropicales humides rappelant le Costa Rica. Les variations climatiques liées à l'altitude comptent parmi les plus spectaculaires au monde. Le matin, vous portez une veste d'hiver, et l'après-midi, un simple t-shirt suffit avec une température qui peut avoir augmenté de plus de 30 degrés Celsius. Le Népal ne compte qu'environ 30 millions d'habitants, mais il rassemble plus de 125 groupes ethniques, chacun possédant ses propres coutumes, vêtements traditionnels et spécialités culinaires. Cette diversité n'est pas le résultat d'une immigration récente. Elle existe depuis des siècles au sein même du territoire népalais. Sur le plan linguistique, le Népal utilise plus de 120 langues différentes, le népalais étant la langue officielle. Certaines communautés, comme les Limbus ou les Tamans, disposent même de leur propre système d'écriture. Plus étonnant encore, de nombreux mots de certains dialectes imitent les sons de la nature, comme le bruit de l'eau qui coule ou le chant des oiseaux, donnant parfois à la langue une sonorité particulièrement fascinante. La manière dont les religions coexistent dans cette société multiculturelle est également remarquable. Environ 80% de la population pratique l'hindouisme et 10% le bouddhisme, mais il n'existe pas de véritable frontière religieuse dans la vie quotidienne. Hindous et bouddhistes fréquentent les mêmes lieux sacrés, participent aux mêmes fêtes et présentent ensemble leurs offrandes. Dans certains temples, on brûle même de l'encens pour les deux traditions au cours d'un seul et même rituel. Ici, la religion ne divise pas. Elle unit les gens, une réalité extrêmement rare dans le monde. Pensez-vous qu'un si petit pays, encerclé par deux grandes puissances, puisse préserver à ce point son indépendance, sa diversité et son harmonie? Laissez le chiffre 1 en commentaire si vous pensez que le Népal est véritablement une merveille vivante au cœur de l'Asie. Numéro 2. Le drapeau à deux triangles. Le drapeau le plus unique au monde. Dans un monde où presque tous les drapeaux nationaux sont rectangulaires ou carrés, le Népal fait figure d'exception. C'est le seul pays au monde à posséder un drapeau composé de deux triangles superposés, dont la forme évoque à la fois les montagnes et un symbole sacré. Il ne s'agit pas d'un dessin insolite choisi au hasard, chaque détail de ce drapeau a été soigneusement pensé, tant dans sa géométrie que dans sa signification religieuse et culturelle. Les deux triangles représentent les majestueuses montagnes de l'Himalaya, la plus imposante chaîne montagneuse de la planète et la véritable colonne vertébrale géographique du Népal. Mais ils symbolisent également les deux principales religions du pays, l'hindouisme et le bouddhisme, deux traditions qui coexistent harmonieusement dans la vie quotidienne des Népalais depuis des siècles. Les couleurs du drapeau ont elles aussi une signification particulière. Le rouge symbolise le courage, mais il représente également le rhododendron, la fleur nationale du Népal, qui recouvre les pentes des montagnes de ses fleurs éclatantes au printemps. Le contour bleu du drapeau incarne la paix et l'harmonie, des valeurs que les Népalais s'efforcent de préserver malgré la diversité de leur culture et de leurs croyances. Numéro 3. Une communication pleine de gestes. Si vous avez l'occasion de discuter avec des Népalais dans la vie de tous les jours, vous risquez de vivre des situations aussi amusantes que déroutantes à cause de leur langage corporel très particulier. Or que, dans la plupart des pays, on hoche la tête pour dire oui et on la secoue pour dire non. Les Népalais ont une manière bien différente de communiquer. Lorsque vous demandez votre chemin, achetez quelque chose ou sollicitez de l'aide, au lieu de hocher la tête, ils l'inclinent légèrement d'un côté puis de l'autre. Pour un visiteur qui découvre le pays, ce geste peut facilement être interprété comme un refus ou une hésitation. Pourtant, il signifie souvent exactement le contraire. Il exprime l'accord, l'approbation ou tout simplement une réponse polie, comme « je comprends » ou « merci ». A l'inverse, lorsqu'ils veulent réellement dire non ou refuser quelque chose, ils lèvent généralement la main et la balancent doucement de gauche à droite devant eux, ou bien ils tendent la paume en effectuant un léger mouvement.
Imaginez que vous entriez dans un petit restaurant local et demandiez au propriétaire « Ce plat est-il frais ?» S'il vous répond avec un grand sourire tout en inclinant la tête de gauche à droite, ne partez surtout pas. Il est probablement en train de vous dire « Bien sûr, il est délicieux, vous devriez l'essayer ». Ne trouvez-vous pas cette façon de communiquer à la fois originale et attachante ? Laissez le chiffre 3 en commentaire si vous aimeriez, vous aussi, vivre l'expérience de cette étonnante manière de parler avec la tête. Numéro 4. Les femmes népalaises. Fortes au cœur des montagnes, mais confrontées à de nombreux paradoxes. Les femmes népalaises n'ont pas le glamour des stars d'Hollywood, ni l'austérité des paysages enneigés du Tibet. Leur beauté est un mélange harmonieux entre l'Himalaya et l'Asie du Sud. Une peau hâlée, des pommettes marquées, un regard profond et un sourire empreint de douceur. Sur les hauts plateaux baignés de soleil, il n'est pas rare de voir des jeunes femmes vêtues de leurs habits traditionnels, portant de lourdes hottes de bois sur le dos, tout en affichant un sourire éclatant. Une image que l'on n'oublie pas facilement. Dans une société encore profondément attachée aux traditions, les femmes népalaises redéfinissent progressivement leur place. Selon ONU Femmes, plus de 29% des sièges du Parlement népalais sont aujourd'hui occupés par des femmes, l'un des taux les plus élevés d'Asie du Sud. Leur présence continue de croître dans des domaines aussi variés que la politique, les affaires et l'entrepreneuriat. En amour, les femmes népalaises sont souvent décrites comme douces, fidèles, mais aussi profondes et déterminées. Lorsqu'elles aiment quelqu'un, elles accordent une grande confiance à leur partenaire, tout en attendant de lui une sincérité absolue. Elles ont tendance à prendre leur temps avant de s'engager, mais une fois qu'elles entrent dans une relation sérieuse, leur attachement est généralement très durable. Les mariages avec des étrangers deviennent également de plus en plus fréquents au Népal, en particulier parmi les jeunes générations vivant dans les grandes villes. Selon le Nepal Living Standard Survey, le nombre de mariages avec des ressortissants étrangers a été multiplié par 3 au cours des 10 dernières années. Les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et les applications internationales de rencontres offrent aujourd'hui de nouvelles possibilités de créer des liens au-delà des frontières. Les Népalaises modernes sont désormais beaucoup plus ouvertes aux échanges avec des personnes venues d'autres pays. Elles recherchent des partenaires capables d'apprécier leurs valeurs traditionnelles tout en respectant leur liberté et leur indépendance. Si vous souhaitez découvrir les secrets pour séduire une Népalaise à la fois belle et talentueuse, laissez le chiffre 4 en commentaire et nous vous dévoilerons quelques conseils. Numéro 5. Les hommes peuvent avoir plusieurs épouses et les femmes plusieurs maris. Dans les hauts plateaux isolés de régions comme le Umla, le principe de la monogamie n'est pas toujours la norme. Dans certaines communautés traditionnelles, les hommes comme les femmes peuvent avoir plusieurs conjoints, non pas par romantisme, mais pour préserver les terres familiales et assurer la stabilité du patrimoine. Dans un environnement où les conditions de vie sont particulièrement difficiles, le fait de regrouper plusieurs adultes au sein d'un même foyer permet de partager les risques économiques et d'augmenter la capacité de travail. Il s'agit avant tout d'une véritable stratégie de survie. Dans ces régions du Népal, une femme peut même se marier jusqu'à 3 fois au cours de sa vie, chaque union répondant à un contexte particulier. Toutefois, la plupart des mariages restent traditionnellement arrangés et motivés davantage par les intérêts économiques et familiaux que par l'amour. Par exemple, lorsqu'un mari décède, sa veuve peut épouser le frère de celui-ci afin de préserver l'unité de la famille, d'éviter le morcellement des terres ou que les biens ne passent entre les mains d'étrangers. Même les cérémonies de mariage y sont très différentes de celles que l'on connaît ailleurs. La dot ne se compose pas d'or ni de bijoux, mais plutôt de céréales, de bétail ou même de journées de travail. Dans certains villages, il suffisait autrefois qu'un jeune homme promette de labourer les champs de la famille de la mariée pendant 3 saisons pour obtenir sa main. Les modalités pouvaient varier d'une communauté à l'autre, l'essentiel étant de garantir le bien, être et les intérêts de la famille. Numéro 6. Le Népal possède une véritable déesse vivante. Au cœur de la capitale moderne, Katmandou perdure une tradition aussi mystérieuse que fascinante. Chaque génération compte une Kumari, une véritable déesse vivante en chair et en os. Il s'agit d'une fillette de moins de 10 ans, sélectionnée à l'issue de nombreux rituels spirituels afin d'incarner la déesse Taleju, une divinité vénérée dans les traditions hindoues et bouddhistes. Dès qu'elle est choisie, la Kumari vit complètement à l'écart du monde dans un ancien palais appelé Kumarigar. Elle ne fréquente pas l'école, ne joue pas avec les enfants de son âge et surtout, elle ne doit jamais poser ses pieds nus sur le sol. Selon la croyance, la terre appartient au monde des mortels. Si la Kumari, considérée comme l'incarnation de la déesse, touche le sol pieds nus, elle perdrait son caractère sacré. Tout au long de l'année, elle n'apparaît en public qu'à quelques grandes cérémonies religieuses.
Installée sur un palanquin doré, elle est portée en procession tandis que des milliers de fidèles s'inclinent devant elle comme devant une véritable divinité. Une autre particularité étonnante est que la Kumari peut être remplacée immédiatement au moindre saignement. Selon la tradition, la perte de la moindre goutte de sang suffit à lui faire perdre sa nature divine. Une simple égratignure ou même la chute d'une dent peut ainsi mettre fin à son rôle de déesse vivante. Après cela, la jeune fille retrouve une vie ordinaire et une nouvelle Kumari est choisie pour lui succéder. Plus surprenant encore, de nombreux Népalais hésitent encore à épouser une ancienne Kumari. Ayant autrefois été considérée comme une divinité, elle continue d'inspirer un profond respect, au point que certains estiment qu'il serait inapproprié de la traiter comme une personne ordinaire. Numéro 7. Les plus jeunes Bouddhas vivants du monde. Au Népal, il n'est pas rare que des enfants entrent dans un monastère dès l'âge de 3 ans. Pour de nombreuses familles vivant dans les régions montagneuses, envoyer leur fils devenir un jeune novice est considéré comme une manière de cultiver la vertu et d'apporter des mérites spirituels à toute la famille. Ainsi, alors que la plupart des enfants de 3 à 5 ans vont à la maternelle, eux revêtent la robe safran et grandissent dans le calme d'un monastère où le son des cloches et le parfum de l'encens remplacent les pleurs et les jeux de la petite enfance. Plus extraordinaire encore, certains de ces enfants sont reconnus comme la réincarnation de grands maîtres bouddhistes disparus, appelés tulkus dans le bouddhisme tibétain. Lorsqu'un haut lama décède, des maîtres spirituels partent à la recherche d'un enfant présentant des signes particuliers. Si ces indices sont confirmés, le garçon est alors élevé comme l'incarnation vivante du maître défunt. Bien qu'il ne sache parfois pas encore écrire tout l'alphabet, ce jeune Bouddha vivant commence déjà à étudier les enseignements bouddhistes, la méditation et les rituels, comme si la sagesse de sa vie précédente ne l'avait jamais quitté. Le plus étonnant est que malgré leur très jeune âge, ces enfants sont entourés d'un profond respect. Lorsqu'un jeune tulku traverse un village, les habitants joignent les mains et s'inclinent devant lui comme s'il saluait un véritable bodhisattva. La scène peut sembler à la fois extraordinaire et attendrissante. Un Bouddha vivant qui savoure une sucette ou observe le monde avec la curiosité d'un enfant tout en recevant avec gravité les hommages qui lui sont rendus comme à un être pleinement éveillé. Numéro 8. Les Sherpas, les véritables super-héros de l'Himalaya. Alors que la plupart des touristes ont besoin de bouteilles d'oxygène et avancent avec difficulté sur les pentes enneigées, les Sherpas gravissent tranquillement l'Everest avec plus de 100 kg de matériel sur le dos. Pour eux, évoluer à plus de 8000 mètres d'altitude n'est pas un exploit exceptionnel, mais un métier du quotidien. Les Sherpas vivent dans la région du Solukhumbu, à plus de 3000 mètres d'altitude où l'air est extrêmement pauvre en oxygène, les températures descendent bien en dessous de zéro et les vents soufflent avec une violence impressionnante. Après des générations passées dans cet environnement extrême, leur organisme a développé des adaptations remarquables. Leur cœur fonctionne plus efficacement et leurs poumons utilisent l'oxygène avec une efficacité supérieure à celle de la plupart des autres populations vivant à basse altitude. Les scientifiques attribuent ces capacités à des adaptations génétiques, tandis que beaucoup les surnomment simplement les super-héros de l'Himalaya. Lors des expéditions vers le sommet de l'Everest, les Sherpas sont l'âme de chaque aventure. Ils ne se contentent pas de guider les alpinistes. Ils transportent les tentes, les bouteilles d'oxygène, la nourriture et une grande partie du matériel indispensable. Bien souvent, ils jouent aussi un rôle essentiel dans le sauvetage et la sécurité des grimpeurs. Sans leur expérience, leur endurance et leur connaissance incomparable de la montagne, d'innombrables rêves d'atteindre le toit du monde se seraient arrêtés bien avant le sommet. Numéro 9, l'aéroport de Lukla, l'aéroport le plus dangereux du monde. Si vous rêvez de partir en trekking jusqu'au camp de base de l'Everest, l'aéroport Tenzing Hillary de Lukla sera votre première porte d'entrée et votre premier défi. Situé à près de 2850 mètres d'altitude, au cœur de montagnes enneigées toute l'année, il est souvent considéré comme l'aéroport le plus dangereux du monde. Sa piste ne mesure que 527 mètres de long, soit environ 1/10 de la longueur des pistes des grands aéroports internationaux. De plus, elle présente une pente d'environ 12%, obligeant les pilotes à réaliser un atterrissage d'une précision absolue, car la moindre erreur peut avoir de graves conséquences. En raison du relief extrêmement accidenté, les avions qui desservent Lukla ne volent pas très haut. Ils doivent se faufiler entre les montagnes, longeant de près les falaises abruptes, et inclinant parfois leurs ailes comme un oiseau évitant les parois rocheuses. Les passagers assis près des hublots peuvent admirer les glaciers et les sommets enneigés à très courte distance, tout en ressentant les secousses de l'appareil, donnant parfois l'impression qu'il grimpe une pente dans le ciel. Piloter jusqu'à Lukla exige un niveau d'expertise exceptionnel.
L'aéroport ne dispose ni de système d'atterrissage automatique, ni de radar de guidage sophistiqué. Chaque décollage et chaque atterrissage reposent entièrement sur l'expérience, les réflexes et le sang-froid des pilotes. Chaque vol vers l'Oukla est un véritable exercice de maîtrise aérienne, d'autant plus que les conditions météorologiques peuvent passer d'un ciel parfaitement dégagé à un épais brouillard en seulement quelques instants. C'est pourquoi les habitants surnomment cet endroit la piste des pilotes au courage d'acier, tandis que de nombreux voyageurs ne peuvent s'empêcher de faire une prière au moment où l'avion décolle. Numéro 10. Katmandou, un musée vivant où les gens habitent encore. Niché au cœur des majestueuses montagnes de l'Himalaya, Katmandou n'est pas seulement la capitale culturelle du Népal. Elle est souvent surnommée un véritable musée vivant. Toute la vallée de Katmandou, qui s'étend sur moins de 30 km, abrite 7 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, ainsi que plus de 130 temples, stupas et anciens palais dispersés au milieu des marchés, des cafés et même des petits salons de coiffure de quartier. Ce qui rend Katmandou si unique, c'est que ses habitants continuent de vivre au cœur de ces monuments historiques. Ils y travaillent, y cuisinent et y célèbrent leur mariage comme ils le font depuis des générations. Il n'est pas rare de voir une famille préparer son repas dans une maison en bois finement sculptée datant du XVIIe siècle ou d'assister à une cérémonie de mariage traditionnelle sous le toit d'un temple vieux de plus de 300 ans. Ici, le passé et le présent ne sont pas séparés par des barrières ou des vitrines de musées. Ils coexistent naturellement dans chaque ruelle, chaque cour et chaque maison au rythme des rires, de la fumée des cuisines et de la vie quotidienne. Un autre aspect fascinant de Katmandou est que la frontière entre le sacré et la vie ordinaire semble presque inexistante. De nombreux petits sanctuaires sont construits directement sur les toits des habitations. Le matin, les habitants y brûlent de l'encens en l'honneur des divinités. L'après-midi, le même endroit peut servir à faire sécher des couvertures ou du linge. C'est une manière très népalaise de vivre la spiritualité. Le sacré ne s'oppose pas au quotidien, il s'y intègre harmonieusement. Aimeriez-vous vivre dans une ville où l'histoire et la vie moderne ne font qu'un ? Si oui, laissez le chiffre 10 en commentaire. Numéro 11. Un pays où tuer une vache peut vous conduire en prison. Dans de nombreux pays, la viande de bœuf fait partie de l'alimentation quotidienne. Au Népal, en revanche, la vache est un animal sacré, protégé par la loi presque comme un citoyen à part entière. Dans la tradition hindoue, elle est considérée comme l'incarnation de la déesse Lakshmi, symbole de la richesse, de la prospérité et de la bonne fortune. C'est pourquoi l'abattage d'une vache, sous quelque forme que ce soit, constitue une infraction pénale. Les contrevenants risquent une peine pouvant aller jusqu'à 12 ans d'emprisonnement. La protection des vaches ne repose donc pas uniquement sur les croyances religieuses. Elle est également inscrite dans la législation nationale. Plus étonnant encore, le Népal célèbre des fêtes spécialement consacrées aux vaches, comme Gai Jatra. À cette occasion, les animaux sont décorés de poudre colorée rouge et jaune, ornés de guirlandes de fleurs et conduits dans les rues avec un profond respect. De nombreuses familles leur offrent des fruits, des friandises et leur adressent des bénédictions, comme si elles accueillaient des invités d'honneur. Lors des cérémonies dédiées aux ancêtres, la vache est également considérée comme un guide spirituel capable d'accompagner les âmes des défunts. Bien la traiter est donc aussi perçue comme une manière d'honorer ses ancêtres. Il existe toutefois une particularité intéressante. Si les Népalais ne consomment pas de viande de bœuf, ils mangent en revanche de la viande de buffle, qui occupe une place importante dans la cuisine traditionnelle. Cette pratique illustre une façon originale de concilier les convictions religieuses avec les besoins de la vie quotidienne. Numéro 12. Un pique-nique à côté des bûchers funéraires. Dans de nombreux pays, la mort est un sujet que l'on préfère dissimuler. Les funérailles se déroulent généralement dans l'intimité, dans le recueillement, loin du regard des étrangers. Au Népal en revanche, et plus particulièrement à Katmandou, la crémation est un rituel sacré célébré en public sur les rives de la Bagmati, sous les yeux des proches comme des passants. Une fois la crémation terminée, les cendres sont dispersées dans le fleuve, symbole de la libération de l'âme, de la fin du cycle des renaissances et du passage vers une nouvelle existence. Pour les fidèles hindous, la rivière Bagmati est considérée comme la sœur jumelle du Gange. Être incinéré sur ses rives est perçu comme une bénédiction exceptionnelle. Selon la croyance, l'âme atteint immédiatement la délivrance spirituelle et échappe au cycle des réincarnations ainsi qu'aux souffrances terrestres. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées choisissent de passer les dernières années de leur vie près de cette rivière, dans l'attente sereine de leur dernier voyage. Pour elles, la mort ne représente pas une fin, mais un retour naturel à l'univers, une étape inévitable qu'il convient d'accueillir avec paix. Ce qui surprend le plus les visiteurs étrangers,
c'est qu'à quelques mètres seulement des bûchers funéraires, les habitants continuent de se promener, de discuter, de prendre des photos ou de grignoter, comme s'ils profitaient d'un simple pique-nique au bord de la rivière. Pour eux, la mort n'est ni un sujet tabou, ni une réalité effrayante. Elle fait naturellement partie du cycle de la vie, et vivre à proximité d'elle ne signifie pas qu'il faille la craindre. C'est cette manière unique de considérer la mort qui fait du Népal l'un des rares pays où les vivants et les défunts semblent partager le même espace, dans une atmosphère de sérénité et de profond respect envers les lois de la nature. Numéro 13, les Sky Caves de Mustang, la cité fantôme suspendue qui défie encore les archéologues. Dans la région isolée du Mustang, au nord du Népal, près de la frontière tibétaine, se cache l'un des sites les plus mystérieux de l'humanité. Creusés dans d'immenses falaises grises, plus de 10 000 grottes sont disséminées à flanc de montagne, dont certaines se trouvent à plus de 50 mètres au-dessus du sol. Vue de loin, la paroi rocheuse ressemble à une gigantesque ruche de pierre suspendue au cœur de l'Himalaya. Les habitants de la région la surnomment souvent la cité fantôme dans le ciel. Une question intrigue toujours les chercheurs. Qui a creusé ces grottes? Avec quels outils et à quelle époque? Dans une région dépourvue de technologies de construction modernes et où l'accès aux falaises est extrêmement difficile, la réalisation de milliers de cavités à une telle hauteur demeure un véritable casse-tête pour les archéologues. En explorant certaines de ces grottes, les scientifiques ont découvert des momies remarquablement conservées, des ossements humains, d'anciennes peintures murales bouddhistes, ainsi que de la vaisselle, des foyers et de nombreuses traces de vie quotidienne. Tout laisse penser qu'une communauté de moines ou d'ermites a autrefois vécu dans ces lieux reculés. Pourtant, aucun document historique ne raconte clairement leur histoire. Personne ne semble se souvenir de cette population, comme si toute une civilisation avait disparu de la mémoire collective. Les hypothèses sont nombreuses. Certains pensent qu'il s'agissait de retraites spirituelles pour d'anciens lamas tibétains. D'autres y voient des sépultures perchées destinées à rapprocher les défunts du ciel, ou encore des refuges construits pendant des périodes de guerre. Quoi qu'il en soit, les Sky Caves de Mustang demeurent aujourd'hui l'un des plus grands mystères archéologiques d'Asie, silencieuses au cœur de l'Himalaya, comme si elles attendaient encore que quelqu'un découvre enfin leur véritable histoire. Numéro 14. Les téléphériques de la mort, qui transportent même des cercueils. Dans certaines des régions montagneuses les plus escarpées du Népal, où les routes sont presque inexistantes, et où des vallées profondes de plusieurs centaines de mètres séparent les villages, les habitants ne traversent pas à pied, ils survolent les gorges grâce à des téléphériques artisanaux. Mais n'imaginez pas des cabines modernes ou des remontées mécaniques électriques, il s'agit de simples poulies, de paniers métalliques fabriqués à la main et d'un câble d'acier tendu au-dessus d'un précipice, avec en contrebas des falaises vertigineuses et une mer de nuages. Les habitants appellent ce moyen de transport le bus du ciel. Nul besoin d'acheter un billet, mais il faut du courage et de solides bras. Ces téléphériques servent à transporter absolument tout. Des personnes, du bétail, des poules, des sacs de riz, du bois de construction et même des cercueils. Chaque traversée est une véritable épreuve de nerfs. Il suffirait qu'un raccord se desserre ou qu'une poulie se bloque pour que la charge bascule dans le ravin. Pour les habitants, cela fait partie de la vie quotidienne. Mais la visiteur étranger, le spectacle ressemble à une scène tout droit sortie d'un film d'aventure. Plus étonnant encore, dans certains villages très isolés, les habitants utilisent ce que l'on appelle un téléphérique manuel, une forme rudimentaire de tyrolienne. Ils s'agrippent directement à une poulie fixée sur un câble d'acier et se laissent glisser d'un versant à l'autre, sans harnais de sécurité, sans filet de protection, en comptant uniquement sur leur expérience et leur sang-froid. Ces installations existent depuis plusieurs décennies et constituent souvent le seul lien entre ces villages reculés et le reste du monde. Numéro 15. Les prénoms étonnants des Népalais. Dans les régions montagneuses les plus reculées du Népal, il n'est pas rare de rencontrer des personnes qui n'ont pas de nom de famille, pas d'acte de naissance, et dont le prénom raconte à lui seul toute une histoire. Contrairement à de nombreux pays où le nom est avant tout un élément administratif, certaines communautés népalaises choisissent un prénom en fonction de l'événement qui accompagne la naissance de l'enfant, comme une manière d'immortaliser un moment de sa vie. Par exemple, un bébé né pendant une forte pluie peut être appelé Barsha, un prénom qui signifie pluie. S'il naît au moment d'un glissement de terrain, ses parents peuvent le nommer Pairo, qui signifie éboulement. Certains prénoms ressemblent même à de véritables anecdotes. On raconte ainsi que certaines personnes portent des noms qui signifient littéralement « pas arrivé à temps au centre de santé ». Aussi surprenant que cela puisse paraître, de tels prénoms existent réellement. Dans de nombreux villages,
les habitants n'utilisent pas toujours d'actes de naissance ni de formalités administratives complexes. Ils passent parfois toute leur vie sous un simple surnom donné par leurs voisins, comme feu, lampe ou panier. Ce n'est que lorsqu'ils doivent accomplir des démarches officielles qu'ils choisissent un prénom plus formel, tout en continuant à être appelés par leur ancien surnom dans la vie de tous les jours. Autre particularité, de nombreux prénoms reflètent également l'état d'esprit des parents au moment de la naissance. S'ils sont heureux, ils peuvent choisir un prénom signifiant espoir ou lumière. En revanche, s'ils traversent une période difficile, sont inquiets ou n'attendaient pas cet enfant, ils peuvent opter pour des noms dont le sens évoque la fatigue, le hasard ou l'imprévu. Cela peut sembler amusant ou surprenant, mais pour beaucoup de Népalais, un prénom n'a pas besoin d'être élégant. Il doit avant tout raconter une histoire authentique. Et vous, si vous étiez né au Népal, quel prénom aimeriez-vous porter ? Joie, bonheur ou être surprise ? Dites-le nous en commentaire. Numéro 16. Le métier le plus dangereux du Népal. Au Népal, il existe un métier qui donne le vertige rien qu'en y pensant. Récolter le miel d'immenses ruches sauvages accrochées à des falaises de plus de 100 mètres de hauteur. Ce n'est pas une activité réservée aux amateurs de sensations fortes, mais une tradition ancestrale du peuple Gurung, une communauté vivant dans les montagnes de l'Himalaya. Pour eux, le miel est l'or liquide, offert par la nature. Mais obtenir ce précieux trésor exige un courage exceptionnel, une grande maîtrise et parfois même des sacrifices physiques. Ces ruches gigantesques sont fixées sur des parois rocheuses, presque verticales, à des endroits où il n'existe ni sentier ni prise naturelle. Les chasseurs de miel Gurung ne portent pratiquement aucun équipement de protection, ni combinaison, ni voile contre les abeilles. Ils attachent simplement une corde autour de leur taille, descendent le long de la falaise à l'aide d'une échelle de corde rudimentaire, gardent leur équilibre d'une main, tandis que de l'autre, ils utilisent la fumée pour repousser les abeilles avant de découper les rayons avec un long couteau. Chaque saison de récolte est une véritable épreuve, digne des scènes les plus spectaculaires d'un film d'aventure. Les abeilles géantes de l'Himalaya sont réputées pour leur agressivité et peuvent attaquer sans relâche. Recevoir des dizaines, voire des centaines de piqûres n'a rien d'exceptionnel. À cela s'ajoutent les falaises glissantes où le moindre faux pas peut être fatal. Malgré ces risques, les Gurung continuent de pratiquer cette activité, car elle constitue depuis des générations l'une des principales ressources de leur communauté. Pour eux, chaque récolte réussie représente une victoire contre la puissance de la nature. Si ce miel mérite de tels efforts, c'est aussi parce qu'il est exceptionnel. Il est produit par des abeilles qui butinent les fleurs de certains rhododendrons, donnant naissance à un miel connu sous le nom de mad honey ou miel fou. Consommé en grande quantité, il peut provoquer des effets hallucinogènes légers. Depuis longtemps, il est utilisé dans la médecine traditionnelle pour soulager certaines douleurs, favoriser la détente et améliorer la vitalité. Sur le marché international, un litre de ce miel peut se vendre plusieurs centaines de dollars américains. Malgré son prix élevé, très peu de personnes osent aller le récolter. Et cette activité reste aujourd'hui principalement l'apanage du peuple Gurung. Numéro 17. Des festivals étonnants. Quand les chiens, les corbeaux et les vaches deviennent sacrés. Si vous pensez que seuls les êtres humains peuvent être honorés, le festival Tihar au Népal risque de vous surprendre. Pendant cette célébration de 5 jours, les chiens, les corbeaux et les vaches ont chacun une journée qui leur est consacrée. Les habitants leur appliquent un tika sur le front, leur offrent des guirlandes de fleurs et leur apportent de la nourriture comme s'ils étaient de véritables protecteurs sacrés. Les chiens, en particulier, occupent une place très spéciale. Dans la tradition hindoue, ils sont considérés comme les fidèles gardiens qui guident les âmes vers l'au-delà. Le jour qui leur est dédié, ils sont traités avec un immense respect et couverts d'attention, comme de véritables héros spirituels. Tout aussi spectaculaire est Holi, la célèbre fête des couleurs. Ce jour-là, les rues se transforment en un immense terrain de jeu où chacun lance de la poudre colorée sur les autres. Vous pouvez commencer la journée vêtu de blanc et, quelques minutes plus tard, ressembler à une véritable œuvre d'art vivante. Des inconnus deviennent des amis au milieu des éclats de rire, de la musique et des nuages de couleurs. Plus qu'une simple fête, Holi symbolise le pardon, le renouveau, l'amitié et la joie de vivre. Plus récemment, le Népal a également lancé un festival de montgolfières à Pokhara. À cette occasion, plus de 25 montgolfières multicolores s'élèvent dans le ciel au-dessus du lac, offrant un paysage digne d'un conte de fées. Cet événement permet non seulement de promouvoir le tourisme, mais aussi d'admirer les sommets de l'Himalaya sous un angle exceptionnel. Et vous, auquel de ces festivals aimeriez-vous participer ? Préféreriez-vous lancer des poudres colorées pendant Holi, célébrer les chiens durant Tihar ou survoler Pokhara en montgolfière ?
Dites-nous votre choix en commentaire. Numéro 18. Des lieux touristiques qui semblent sortis d'un récit mythologique. Le Népal n'est pas seulement célèbre pour l'Himalaya et le mont Everest. C'est aussi une destination de rêve pour les passionnés d'aventure, de culture et de spiritualité. Voici quelques-uns des sites les plus emblématiques que vous ne devriez pas manquer. Le premier est Pokhara, souvent considérée comme la ville la plus romantique du Népal. Située à environ 200 km de Katmandou, elle est réputée pour le magnifique lac Phewa, dont les eaux calmes reflètent les sommets enneigés de la chaîne des Annapurnas, créant un paysage digne d'une carte postale. Pokhara est également la capitale népalaise des sports d'aventure. Parapente, kayak, randonnée, alpinisme et trekking y attirent des voyageurs du monde entier. Grâce à sa beauté paisible et à son climat agréable, beaucoup la surnommant la « Suisse de l'Asie », avec une touche de mystère supplémentaire. Vient ensuite Janakpur, une ville profondément liée aux légendes de l'hindouisme. Selon la tradition, elle serait la ville natale de la déesse Sita, épouse du dieu Rama dans l'épopée du Ramayana. Au cœur de la ville se dresse le majestueux Janaki Mandir, un temple somptueux qui ressemble davantage à un palais qu'à un lieu de culte. Chaque année, il attire des milliers de pèlerins hindous venus notamment d'Inde. Contrairement à de nombreuses autres régions du Népal, Janakpur présente une forte influence culturelle indienne, au point d'être parfois comparé à un morceau de Bollywood perdu au pied de l'Himalaya. Enfin, il y a Lumbini, le lieu de naissance de Bouddha Siddhartha Gautama, connu sous le nom de Bouddha Shakyamuni. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce site est l'un des plus importants lieux de pèlerinage bouddhiste au monde. Le paisible jardin Mayadevi, la célèbre colonne d'Ashoka et les nombreux monastères construits par des communautés venues de Thaïlande, du Japon, du Myanmar et d'autres pays, créent une atmosphère de sérénité unique. Pour des millions de bouddhistes, Lumbini représente l'une des destinations spirituelles les plus sacrées de la planète. Numéro 19. La cuisine népalaise, simple mais pleine de caractère. La cuisine népalaise est un mélange unique entre les saveurs riches et épicées de l'Inde et la simplicité de la tradition culinaire tibétaine. Sans être particulièrement sophistiqué, chaque plat reflète une identité culturelle forte et un patrimoine profondément enraciné. Le premier plat incontournable est le dal bhat, considéré comme le véritable plat national du Népal. Il se compose de riz blanc bhat, d'une soupe de lentilles dal, de légumes sautés, de légumes marinés, de curry et, selon les régions, de viande ou de poisson. On le retrouve sur presque toutes les tables, des grandes villes aux villages de montagne. De nombreux Népalais mangent du dal bhat 2 fois par jour, 7 jours sur 7, au point qu'une expression populaire est devenue célèbre dans tout le pays. Dal bhat power 24 hours. Autrement dit, le dal bhat donne de l'énergie pendant 24 heures. Un autre grand favori est le momo, le ravioli emblématique de l'Himalaya. Originaire du Tibet, il possède une fine pâte garnie de viande hachée, mélangée avec du gingembre, de l'ail et des oignons. Les momos sont généralement cuits à la vapeur ou frits, puis servis avec une sauce tomate relevée. Pour de nombreux voyageurs, ils sont souvent décrits comme les dim sum de l'Himalaya, si délicieux qu'il est difficile de s'arrêter après en avoir goûté un. Lorsque les températures baissent, c'est le thukpa qui devient le plat préféré des habitants. Cette soupe de nouilles bien chaude, préparée avec un bouillon savoureux, de la viande et des légumes, est particulièrement appréciée dans les régions montagneuses pour réchauffer le corps après une journée dans le froid. Enfin, pour ceux qui souhaitent découvrir les boissons traditionnelles du pays, le chang et le raksi sont 2 spécialités locales à ne pas manquer. Le chang est une boisson fermentée à base de riz, légère et légèrement alcoolisée, qui peut être dégustée chaude ou froide. Le raksi, quant à lui, est une eau-de-vie plus forte, souvent considérée comme l'équivalent himalayen des alcools traditionnels. On le sert fréquemment lors des mariages, des fêtes familiales, ou simplement au cours de longues conversations autour d'un feu de cheminée. Numéro 20. Un coût de voyage étonnamment abordable. Le Népal est l'une des rares destinations où il est possible de bien manger, de dormir au pied de l'Himalaya et de parcourir la ville toute une journée pour un budget inférieur au prix d'un simple repas de restauration rapide dans de nombreux pays occidentaux. Un repas traditionnel, comme le dal bhat, composé de riz, de soupe de lentilles et de légumes, coûte généralement autour de $1 américain. Mieux encore, dans de nombreux restaurants, vous pouvez reprendre gratuitement du riz et de la soupe jusqu'à être complètement rassasié. Si vous souhaitez varier les plaisirs, vous pouvez déguster des momos le matin, un dal bhat à midi et un bol de thukpa le soir, le tout pour moins de $3 américains par jour. Manger au Népal donne presque l'impression de profiter d'un buffet à petit prix, simple, copieux et savoureux.
Côté hébergement, les maisons d'hôtes, situées le long des célèbres itinéraires de trekking, comme ceux des Annapurnas ou du Langtang, proposent des chambres à partir de 8 à 10 dollars américains la nuit, souvent avec une vue spectaculaire sur les sommets enneigés. Certains établissements offrent même l'hébergement gratuitement si vous prenez vos repas chez eux, un système particulièrement apprécié des voyageurs à petit budget. Les transports sont eux aussi très économiques. Les bus locaux coûtent généralement entre 0,20 et 0,50 dollars américains par trajet, tandis qu'une course en taxi à l'intérieur de la ville revient souvent entre 2 et 4 dollars américains. Avec un budget d'environ 25 à 30 dollars américains, il est même possible de louer une voiture avec chauffeur pour visiter la vallée de Katmandou pendant toute une journée, des temples anciens au village d'artisans. Le shopping réserve également de bonnes surprises. Une écharpe artisanale en laine de yak se trouve à partir de 2 à 3 dollars américains, tandis qu'une veste en laine de style, Sherpa de bonne qualité, coûte souvent moins de 10 dollars américains. Des articles qui paraissent haut de gamme, mais qui restent très accessibles. Au final, avec un budget d'environ 300 à 400 dollars américains, il est tout à fait possible de découvrir le Népal pendant 2 semaines, ce qui en fait une destination offrant un excellent rapport qualité-prix. Si vous souhaitez en savoir plus sur les démarches pour obtenir un visa et préparer votre voyage au Népal, laissez simplement un commentaire avec « Yes ». Nous serons ravis de vous accompagner dans cette aventure exceptionnelle. Voilà, nous venons de découvrir 20 faits fascinants sur le Népal. Nous espérons que ce voyage vous aura permis de porter un regard nouveau et plus profond sur ce pays extraordinaire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines aventures à travers le monde. Quelle est la révélation qui vous a le plus surpris? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, nous serions ravis de connaître votre avis.